Ok, bon, on a les habitués qui sont là, donc on va commencer. Bonsoir à tous, bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir On a Cédric. passé la journée à Bonsoir à tous discuter, ceux. mais bon, C'est ça. Ah, bonsoir. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui ont réussi à se connecter. Voilà. voilà. Bien, bravo, c'était un genre de quête, un peu comme les histoires de couple, ça se gagne. C'est ça. Ouais, Euh, bien. donc on va commencer l'épisode numéro 5 qu'on a intitulé Épilogue. Donc on avait commencé par dire qu'il y aurait plus d'épisodes, mais après discussion, ben, on en a dit pas mal déjà et on s'est dit que ce serait bien voilà, de prendre un petit peu du temps et de voir le chemin qu'on a parcouru. Et donc on a créé un, un épisode spécial pour discuter bien de différents points. Et, euh, et voilà, donc on va passer au sommaire, à moins que Christelle, tu aies quelque chose à dire. Tu veux ajouter quelque Non, chose? non, non, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Ok. Donc on va commencer avec en chapitre 1, eh bien, prendre un petit peu le stock de ce qu'on a appris et découvert et qu'on a partagé avec vous. Et on s'est dit qu'on allait faire Christelle va nous présenter les résultats, hein, cache doré ou opportunité. Qu'est-ce que tu en penses, Christelle? Qu'est-ce qu'on en pense? Ensuite, eh bien, il m'a paru judicieux de revenir sur l'individu. Donc, voilà, l'attitude voilà, qui peut aider les personnes à grandir et peut-être à avoir une chance d'avoir un couple plus stable ou en meilleure santé sur le long terme. Ensuite, on va discuter de convoquer les maîtres pour parler d'amour. Donc, vraiment un topo très, très rapide au final. On ne va pas passer énormément de temps dessus, mais vraiment aller voir les personnes qui nous ont semblé être intéressantes et qui ont des informations à partager qui sont probantes. Ensuite, eh bien, on partagera les ressources pour aller plus loin si vous décidez de creuser un petit peu plus la discussion. Et enfin, une conclusion. Donc, Christelle et moi, on partagera un petit peu. Ce sera une forme de dialogue avec vous également. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on a appris. C'est bientôt presque 3 mois qu'on a commencé. Le premier était le 12 janvier. Et ça fait quoi, 4 mois qu'on travaille dessus, Christelle, depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, voilà. Et ensuite, comme d'habitude, un débat pour discuter de vos avis, de vos retours, etc. Et n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires au fur et à mesure, je garderai un œil pour voir un petit peu si vous avez des questions, si vous avez des choses à partager de votre expérience ou de votre vécu. Voilà. Mhm. Donc, Christelle, je vais te passer la parole pour aller directement sur le chapitre 1. Mais oui. Alors, je me souviens plus très bien de la genèse de ce projet. Peut-être on en reparlera en conclusion. En tous les cas, après avoir tourné et tergiversé les mots un peu dans tous les sens, on était arrivé à ce titre-là, qui correspondait sans doute à des questionnements à l'un et à l'autre. Mais bon, ça, c'est en conclusion qu'on en reparlera. En tous les cas, le fil rouge de tous ces épisodes, c'était bien de pouvoir éventuellement répondre à cette question. Voilà. Alors, avec amour toujours, on entendait les relations durables. Et puis, ça posait la question, est-ce que c'était plutôt enfermant ou plutôt une façon de s'épanouir? Alors, j'ai un scoop pour vous, je n'ai pas la réponse. Voilà. Mais je Non, peux vous faire une petite. Comment? oh non, comme dit Il mon fils. faudra revenir en deuxième saison pour avoir la réponse. Donc, je n'ai pas la réponse, mais bon, j'ai un petit tour d'horizon à vous proposer en forme de conclusion, hein. Ce soir, ça va avoir une tournure de soirée d'adieu quand même. En tout cas, un petit tour d'horizon de ce qu'on a pu évoquer au cours de ces épisodes. Et donc, j'espère en tous les cas que vous y voyez un peu plus clair avec nos 4 épisodes, puisqu'aujourd'hui c'est le 5e, et que vous avez pu vous faire votre propre idée, en tous les cas, qu'on ait pu vous apporter quelques éclairages. Comme on l'a vu dans les épisodes précédents, le couple traditionnel et durable est toujours d'actualité et reste un idéal à atteindre. Même si diverses façons de faire couple existent, on en a un petit peu parlé,
et sont maintenant admises, le couple monogame et exclusif s'est renforcé. En fait, il répond à ce besoin de se sentir aimé, de se sentir apprécié pour soi-même au vu de sa singularité. Je te vois rire, Cédric, ça va Non, pas non, du tout. je rigole pas. J'ai juste un problème de lumière. Il est trop à droite. D'accord, parce que c'est quand même profond ce que je raconte. Hein. Oui, oui, je t'écoute. Donc, dans ce contexte, le couple, c'est ce qui représente le lien de protection et de refuge face à la dureté et à l'insécurité du monde. Et en ce moment, l'insécurité du monde, c'est quand même un sujet. La famille aussi, c'est un lieu d'échange profond et puis la chance de s'accomplir et de se prolonger. Voilà. Chacun resserre les liens avec les siens et en ça, dans un monde en crise. Et donc en ça, le couple, c'est plutôt une opportunité aussi d'être en lien et de resserrer les liens. Et puis le couple traditionnel, c'est aussi tendance dans sa version moderne. Je ne vous en avais pas parlé les autres fois, mais il prend souvent une forme qu'on voit beaucoup dans les médias, dans la presse, avec des partenaires qui font front commun pour servir une ambition, généralement celle de l'homme, mais bon, ça c'est autre chose. Et la presse ne manque pas de nous montrer très complaisamment des couples de stars, par exemple, que tout réunit. Ils s'épaulent comme des partenaires, ils rient comme des amis, ils gardent une complicité d'amants. Toutes les déclinaisons d'amour que Cédric, tu avais évoquées au chapitre 2, et que ces vedettes nous mettent ça en avant, en tout cas nous donnent à voir que c'est possible. Alors je ne sais pas si vous avez des noms en tête. Moi j'ai le couple Brangelina, Brad Pitt et Angelina Jolie, qui présentait quand même une belle image de ce couple-là épanoui à tous les endroits. Et puis quand même aussi en France, on a le couple présidentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, de là où tu es, mais Oui, qui je représente. pensais aussi à Vincent Cassel et Monica Bellucci pendant très longtemps, Ouais, qui avaient peut-être ce statut de Brangelina pour la ouais. France. Enfin, tout du moins Ouais. pour moi. Enfin, je trouvais qu'ils étaient un beau couple assez équilibré. Alors, on voit comme ça qu'une relation monogame peut tout apporter, finalement. Le partenariat professionnel, le lien profond, l'épanouissement personnel, le lien parent-enfant, l'attention, la sécurité, l'entraide dans la maladie ou la Hmm. vieillesse. Ça a l'air Michel, franchement parfait. pardon, je te coupe. Michel nous dit Barack Obama et Michelle Obama. C'est vrai, c'est un couple C'est vrai, aussi. très, très, très beau. Bernard, on peut être en amour toujours sans vivre en couple pour toujours. Absolument, Absolument, absolument. absolument. Alors, bon, on en a déjà parlé, je fais une petite piqûre de rappel. Hein. Attention aux représentations idéalisantes. Hein. On vit toujours sous l'influence de l'amour romantique, sinon rien. Et comme je voulais expliquer, ce que la société appelle amour romantique, n'oublions pas que c'est juste un cocktail explosif de désir et d'adrénaline, aiguisé par le goût de la nouveauté, l'incertitude, voire du danger. Rappelons-nous que les frissons qui parcourent la colonne vertébrale et identifiés comme étant la passion sont en réalité un phénomène physique et archaïque. Voilà. Je fais une pause parce qu'il y a mon chat qui est en train de se régaler et ça ne va pas être possible. Ah ben ça, comme ça, on peut voir qu'on est en direct. Direct. Donc, je continue. Voilà. Donc, les frissons qui parcourent la colonne vertébrale, qu'on ne s'y trompe pas, ça n'est pas de l'amour. Hein. Et donc, aussi excitant cela soit-il, est-ce que c'est une bonne base pour une relation durable? Je vous pose la question. Je n'ai pas la réponse. C'est un peu comme quand on discutait dans l'épisode 1 avec les différents types d'amour, avec le premier notamment qui s'appelle Eros, dont les Grecs se méfiaient parce que c'était un amour fusionnel et qu'il était difficilement domptable. Et ça me Ouais, fait penser à ça quand tu parles de ce frisson dans le dos, etc. Oui, c'est une situation physique, un moment, ouais, c'est tout physique à fait. Autre plus chose. qu'autre Tout à chose. fait. Oui. Alors, l'amour donne des ailes et les mythes perdurent. On apprend que quand on s'aime, on n'a jamais besoin de refaire le monde, on n'a pas besoin de communiquer, on est automatiquement excité par l'autre, pas besoin de compromis et pas besoin de nourrir la relation. Voilà. Ceux qui croient aux mythes ont sûrement l'impression d'avoir échoué.
leur couple, chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord, chaque fois qu'ils se disputent ou chaque fois qu'ils n'ont pas de désir pour leur partenaire ou pas le même désir. Voilà. Donc, cette idée qu'on a échoué son couple si on ne rentre pas dans les normes, on en a parlé. Et puis, l'amour ne donne pas toujours des ailes. Je voulais aussi évoquer cette part un peu sombre. L'amour peut emprisonner, ligoter, entraver. Alors, on ne va pas aller du côté des traumas, on en avait parlé, mais quand même, à l'image d'un parent qui serait incapable de laisser éloigner son enfant devenu adulte parce qu'il projette sur lui des émotions encombrantes, ou bien comme un ami qui prend une place démesurée dans votre vie, eh bien, l'amour peut être toxique. Voilà. Et évidemment, dans le cadre du couple, eh bien, ça peut être un conjoint trop possessif qui enferme l'autre dans une cage dorée. C'était bien l'objet de notre webinaire. Alors, évidemment, on peut questionner ces liens tissés, on en a parlé, hein, les liens s'inscrivent toujours dans l'histoire de chacun, de différentes manières, à notre insu et de façon inconsciente, on en a parlé. On est tous conditionnés par la façon dont on a été aimé. Il ne faut pas oublier ça. Ça colore toutes nos relations, la façon dont enfant on a été aimé. Voilà. Et donc, par amour, on peut prendre l'autre en otage, mais aussi se mettre sous l'emprise de quelqu'un et en tirer des bénéfices secondaires. C'est aussi un peu des parts sombres, c'est des enjeux qui existent en fait dans les relations. C'est Donc, encore une fois, c'est dans l'épisode 1 où on parlait de l'amour grec ou avec Mania. ouais, C'est ce côté qui est un petit peu obsessionnel. Il peut avoir un côté sombre, effectivement. ouais. Alors, il peut être salvateur de réinterroger régulièrement nos relations amoureuses longue durée. Pourquoi les maintient-on? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd? Et se poser la question sans peur, autant que possible. Ça paraît un peu mercantile comme ça, hein, de peser les relations, mais se poser la question en toute honnêteté, qu'est-ce qu'on y fait? Ça peut être intéressant. Voilà. Absolument. Et puis, de façon plus ou moins consciente, on attend souvent de la relation une satisfaction de ses besoins personnels. Cela peut fonctionner quelques années, mais on sait bien que les déceptions et le sentiment d'insatisfaction peuvent mener à la rupture. Par contre, quand deux personnes se réunissent avec l'intention partagée d'évoluer, le couple tend vers quelque chose de beaucoup plus grand que la gratification personnelle. La relation devient alors un voyage évolutif où chacun a l'opportunité de s'ouvrir à des horizons nouveaux, plus larges que ce qu'il pouvait envisager seul. Et ça rentre dans la catégorie opportunité qu'on avait mentionnée dans notre question. Je crois, moi, que le couple peut vraiment être une opportunité dans ces conditions-là. L'autre rend possible des choses plus larges qu'on n'aurait pas pu accéder si on est seul. Voilà. C'est Elisa nous possible. dit, excuse-moi Christelle, encore une fois, Elisa nous dit, les bénéfices secondaires, ça mériterait un épisode en entier. Oui, c'est vrai ça. C'est une bonne idée. Je suis assez d'accord. Donc cette belle relation, elle est possible quand les deux partenaires se sentent engagés dans un même but, évoluer personnellement et évoluer en couple. Voilà. Et c'est une aspiration commune aussi à s'engager vers le meilleur. Voilà. C'est une relation vivante qui peut aussi être inconfortable parce qu'elle apporte son lot d'inconnus et le couple peut être dans un risque de changement permanent. En tout cas, le changement est un risque, mais ça peut aussi être une bonne chose. Voilà. Et puis la dernière dimension de ça, c'est qu'il est assez rare d'être complètement honnête au sujet de qui nous sommes. Comme il est assez rare que nous laissions suffisamment de place pour permettre à notre partenaire de faire la même chose, hein. S'accepter et accepter l'autre tel qu'il est, c'est déjà une belle étape aussi. Et souvent, nous sommes habitués à être conformes, à nous mettre en quatre pour plaire aux gens que nous aimons, parce que nous ne voulons pas qu'ils cessent de nous aimer. Et ça étouffe l'amour. Donc, une belle option, c'est aussi l'honnêteté totale. Oser révéler son intimité profonde, même quand c'est difficile à partager, et laisser notre partenaire en faire autant. Ça procure un sentiment de se connaître et ça conduit à une compréhension, sinon totale, mais en tout cas bien meilleure des deux partenaires. Cette posture réciproque améliore aussi la relation amoureuse. Voilà. J'ai envie de dire, c'est les avocats qui vont être contents.
Pourquoi tu dis ça? Si on est totalement honnête l'un avec l'autre, quelques années après, ça peut devenir… Alors, c'est ta vision des choses. Moi, je suis pas sûre, hein. L'idée, c'est si on est honnête dès le départ. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, ben, l'amour, ça se cultive. C'est aussi ça, hein. C'est une pratique de consentement, une pratique de présence, éventuellement de pardon. Et pour moi, je trouve une pratique d'exposer son cœur et d'entrer sur des territoires de vulnérabilité. Hmm. Voilà. Alors, j'ai à vous poser cette question-là, comme ça, en forme de conclusion sur ce chapitre. Avez-vous cette possibilité d'être vous-même dans votre couple? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez dans votre couple? Avez-vous le sentiment de ne pas être jugé? Avez-vous le sentiment d'être porté de l'avant par l'amour de l'autre? En tout cas, pour moi, à titre personnel, même si on ne me le demande pas, ce sont des critères essentiels pour moi dans la relation de couple. Voilà, Cédric, j'ai fini. Merci Christelle. Est-ce Qu'est-ce que que tu vous en penses? avez… ça me parle énormément. Et on en parlera un petit peu plus dans la suite, mais Mm. c'est tout à fait ça, c'est de l'honnêteté, l'ouverture d'esprit. Il y a aussi cette notion où, j'en ai pas parlé dans les prochains chapitres, donc je pense le mettre ici, c'est cette idée de cette notion de propriété, qui est quelque chose qui est quand même relativement ancien. C'est-à-dire que si on est marié, bah, il y a cette propriété qui apparaît. Et le fait que, bah, comme l'image le donne, d'ouvrir la cage et de laisser, bah, les autres opportunités se présenter. Du coup, ça relâche, je trouve, un petit peu la pression sur les personnes qui, au final, jouent des rôles qui ne leur conviennent pas. Mm. Et je trouve que c'est relativement intéressant, cette notion de propriété qui est, voilà, parce que je suis avec cette personne, ben, elle doit me dire où elle va tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu complexe Mhm. comme notion d'emprisonnement au final, Mm. Je au pense qu'on va travers y de cette revenir. propriété. On va y revenir dans ce qu'on a pu évoquer par la suite, je crois. Mm. On n'a pas de commentaires, donc je vais passer au chapitre suivant qui est revenir à l'individu. Donc quand on a préparé cet épisode avec Christelle, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, on parle du couple, on parle de construire une vie à deux, mais une chose qui était très claire depuis le départ, c'était, eh ben, voilà, quelles sont les choses à aborder d'un point de vue individuel pour être le plus proche possible, être près le plus possible d'une relation à deux ou à trois d'ailleurs si on parle de trouble. Mais bon, là, ici l'épisode c'est de parler du couple, donc on va rester sur le sujet. Et comme j'ai fait avec les épisodes précédents, je suis allé voir un petit peu ce que font l'histoire, etc. Et je suis tombé sur quelques informations aux alentours des Amérindiens et des Alors, Indiens. Cédric, je te mets en pause. Je crois que tu pourrais nous mettre une belle image pour illustrer Ah ton oui, propos. merci. Oui. Voilà. Yeah. Donc, voilà. Donc, c'est cette idée de faire un travail sur soi au final. Et les Amérindiens avaient, et ont toujours d'ailleurs, au travers de leurs enseignements, deux routes. La route rouge, qui est une route solitaire, hors des sentiers battus, justement, qui est beaucoup plus noble, à l'opposé de la route noire, qui est la route que suit la majorité du monde et qui endort les personnes au travers de divertissements. Et quand on dit divertissement, on dit diversion par rapport à l'objectif qu'on s'est donné. Alors, ça peut être de tout genre, ça peut être la télévision, ça peut être des joints, ça peut être l'alcool, ça peut être le travail, ça peut être le sport, etc. etc. Et, et les trois points, on appelle ça des clés, mais le c'est pas forcément logique de commencer par ce que je vais vous présenter en premier. C'est plus un mélange de ces trois points qu'il faudrait, qu'il est recommandé de travailler.
Donc, la première chose à voir, c'est cette idée de mission ou son objectif de vie. Si vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, eh bien, en règle générale, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, quelle carrière est-ce que tu veux avoir. Et donc, aux alentours de 15, 16, 17 ans, on nous pose cette question. Et on n'est pas forcément prêt et si on n'a pas forcément le bon entourage, ben, on prend des décisions qui ne nous correspondent pas forcément. Et la question est vraiment centrale, c'est-à-dire que si on va en Inde, les Indiens parlent de dharma, qui est un ordre universel, des lois éternelles de vertu. Et les Chinois parlent de Tao, donc la voie, le chemin. Et si on revient chez les Indiens en Inde, ils ont cette notion, d'ailleurs que je n'ai pas vraiment vue sur Wikipédia ou de Swardharma, qui est notre place dans l'univers, notre propre univers. Et ce que nous devons chercher et trouver, donc notre place dans l'univers, donc notre Swardharma. Et ce qu'ils disent, c'est que la cause principale d'anxiété et de dépression, c'est de vivre le Swardharma de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas très sûr quel est notre objectif de vie. Et du coup, on se retrouve, en tant qu'adulte, en règle générale, c'est plus au niveau d'une vie au professionnel, mais également une vie à la maison, qu'on n'a pas forcément réfléchi et au final, on vit les objectifs et la vie d'autres personnes. J'imagine que c'est des choses que vous avez peut-être entendu parler dans d'autres chaînes ou d'autres discussions. Et la clé, c'est de comprendre qui on est pour pouvoir vivre sa propre vérité. Donc, aligner vraiment ses actions par rapport à ce qu'on a envie d'être et donc sa mission. Il y a un besoin de comprendre, mais aussi comprendre quelle est sa mission. Donc, vraiment chercher. Et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on découvre. Bon, il y a certaines personnes qui vont les découvrir à 16, 17, 18 ans. Il y en a d'autres qui se reposent des questions aux alentours de la trentaine, d'autres à la quarantaine, d'autres à la cinquantaine. Et c'est très évolutif. Mais une fois qu'on a cette idée de mission, objectif de vie, l'important également, c'est de passer à l'action. C'est d'aligner ses mots avec ses actions. Encore une fois, ça peut créer de la frustration si on se rend compte qu'on n'est pas du tout à sa place, mais qu'on ne fait rien pour le bouger, pour changer de direction. Un autre point qui est très important, c'est de prendre son temps pour se développer et passer à l'action. Le risque, c'est de tout changer trop vite et de créer plus de problèmes que de solutions. C'est ce qui peut arriver. Des fois, on parle souvent de crise de la quarantaine ou crise de la cinquantaine, etc. Et ça peut être là des moments où tout d'un coup, tout part en vrille en quelques semaines, alors que en ayant posé les choses, on aurait pu un petit peu réfléchir. Il y a aussi cette notion que si on n'a pas vraiment de vision, de mission, etc., eh bien, la première mission, c'est de la trouver, c'est de partir en quête. Et il y a plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce qui te rend heureux? La passion, l'ikigai, on peut en faire partie. Les problèmes du monde qui nous concernent et qu'on a envie de régler ou où on est très sensible et on a envie de changer les choses. Il y a également cette notion de memento mori qui est un principe stoïque qui est comprendre qu'un jour on va mourir. Donc, c'est revoir un petit peu ses priorités par rapport à ce principe. Et donc, ou alors imaginer sur une chaise quand on est un petit peu plus vieux, et de voir un petit peu, d'imaginer ce qu'on aura accompli dans nos vies. Donc vraiment de voir cette idée d'accomplissement de soi. Quel est le talent, les expériences aussi de la vie que l'on peut partager. C'était un auteur, Robert Bly, qui a dit que les blessures d'un homme peuvent devenir son or. Et il y avait je ne sais pas si vous l'avez vu en France ou en Belgique, c'était... s'appelle Grand Design. C'est un présentateur anglais, Kevin MacLeod, qui a présenté énormément de projets architecturaux, notamment en Angleterre, mais aussi quelquefois en France ou en Allemagne. Et il disait le bonheur est dans la création de choses. Donc, si ça peut vous aider
dans cette inspiration à voilà, faire les choses. Et je pense qu'il y a aussi une situation actuellement dans laquelle on se trouve où on est, pour la majorité d'entre nous, dans des rôles professionnels intangibles, dans le sens où on est derrière un ordinateur et on gère des procédures, on parle et on ne crée pas quelque chose. Et je pense que c'est aussi une des choses qui peut créer un petit peu de friction avec ce qu'on veut faire à l'intérieur de nous. Un autre point qui est intéressant, se trouver, c'est la notion d'ikigai, absolument, oui. Si on est parent, une des missions est de devenir un excellent parent, évidemment. Avec l'idée, et ça me tient à cœur parce que c'est une des missions que je me suis donnée avec True North Odyssey, c'est vraiment créer une génération qui est mieux que nous l'avons été. Donc vraiment, cette idée de laisser le monde dans un monde, dans une situation meilleure qu'on l'a récupéré. Voilà, donc ça c'est la mission. Donc être clair sur sa mission, c'est primordial. Il faut l'écrire, il faut la mettre bien en évidence pour la voir tous les jours. La mission, c'est propre à soi, c'est être clair sur ce qu'on veut, mais extrêmement clair. Et une fois que défini, il faut prendre l'action. Donc ça, c'est la première clé. Ce n'est pas le genre de situation où d'abord on fait ça et ensuite il y a la deuxième clé. Je pense, comme je l'ai dit, c'est vraiment un mélange. Et ça, c'est vraiment une itération de ces 3 points. Donc le point numéro 2, c'est la spiritualité. Donc, quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Donc, je ne suis pas dans le catholicisme ou dans le bouddhisme, etc. La spiritualité, au final, c'est ce que nous pensons de la spiritualité. Ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être la mère nature, ça peut être les lois physiques. Il y a notamment en loi physique, pour ceux qui font un petit peu de philosophie, des personnes comme Benedictus Spinoza, qui a fait pas mal de travaux là-dessus, qui ont influencé pas mal de philosophes après lui. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est notre esprit, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est c'est ce qui est propre à nous. Donc, ça doit vraiment être authentique et véritable. Et, par exemple, je parle de ma propre expérience, mais il y a certaines religions ou certaines cérémonies où je ne me sens pas à ma place parce que ce n'est pas authentique. Donc, il faut vraiment partir à la recherche de ces choses-là qui résonnent en nous. Et ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la religion, comme je viens de dire, la méditation, le yoga, des prières ou des incantations, le chamanisme. C'est passer du temps dans la nature, partir faire des randonnées, c'est partir à la pêche, à la chasse, faire de la moto, c'est du jardinage, et ça peut être aussi du tantra, qui est quelque chose que j'ai découvert récemment avec Michel d'ailleurs, et que j'ai très envie de découvrir un petit peu plus en détail. Donc la connexion au spirituel est liée à la vision. Pardon ? Je crois peut-être que Michel pourra nous en parler un petit peu plus longuement. Voilà, ouais, ouais. On va faire appel aux spécialistes. Absolument. Et d'ailleurs, tu en fais partie, si j'ai bien compris. Donc, la connexion au spirituel est liée à la mission et à la vision. Donc, il y a vraiment un alignement à faire. Et comme je l'ai dit, c'est pas on cherche la mission et après on a le côté spirituel. C'est quelque chose qui va arriver ensemble, qui va se fusionner pour arriver à une vérité qui va nous faire nous lever le matin. Et le troisième point où je vais aller, merci Michel, qui est très important et qui est tout à fait en lien avec tout ce qu'on discute aux alentours du couple, c'est de gérer ses propres problèmes. C'est-à-dire que tout en ne se prenant pas trop au sérieux, il faut quand même reconnaître ses problèmes et faire face doucement, mais sûrement, pour les régler, pour arriver à terme avec ces problèmes. Alors, ça peut être différentes formes de problèmes. Ça peut être des problèmes au niveau mental, c'est-à-dire que des conditionnements au travers de notre éducation qui créent des blocages, les blessures du passé qui peuvent prendre différentes formes, la famille, expérience à l'école, les traumas de toutes sortes,
le divorce de nos propres parents qui va certainement avoir un effet sur notre relation amoureuse. Pour donner un exemple un petit peu plus probant, il y a aussi les croyances limitantes que la vie est dure, que les hommes sont comme ci, que les femmes sont comme ça, les riches sont comme ci, les pauvres sont comme ça. Voilà. Il y a aussi des problèmes un petit peu plus spécifiques. Je suis nul avec l'amour, je n'ai jamais de chance, le mariage, c'est pas pour moi, mon partenaire est jamais là, il ne changera jamais, je ne sais pas être, je ne mérite pas d'être heureux, etc. Donc ça, c'est toutes des situations qui doivent être explorées et pour pouvoir voir peut-être avoir une différente perspective sur ses propres défis et voir comment grandir de tous ces choses. Ensuite, il y a les déclencheurs. Donc, c'est une situation dans le couple qui est, mais pas seulement, mais on parle du couple. Donc, c'est une expérience que je peux partager où votre épouse ou votre époux vous dit quelque chose et vous allez faire une supposition que elle parle, il y a plus d'argent dans les caisses ou il y a voilà, un problème financier, vous allez faire la supposition que vous ne savez pas gérer l'argent, que vous êtes responsable et là, vous allez vous énerver et pas forcément expliquer votre ressenti qui est basé sur, au final, pas grand-chose parce qu'elle a juste, avec sa propre explication, avec ses propres mots, voulu dire quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que vous vous imaginez dans la tête. Et là, ça va créer des conflits qui peuvent évidemment s'envenimer. Donc, c'est partie aussi des choses à reconnaître et à se dire, voilà, il faut que comprendre un petit peu plus ces déclencheurs et voir un petit peu comment les éviter, comment les surpasser. Et dans cet espace-là, il y a justement la communication non violente qui permet dans les couples d'être un outil intéressant pour apprendre à communiquer, entendre les besoins de l'autre, écouter ses besoins. Alors c'est toute une procédure, c'est un langage qui s'apprend, mais ça permet de communiquer avec authenticité dans le couple, ça c'est sûr. Mm. Ensuite, eh bien, il y a tous les autres problèmes qui sont reliés au final au mental. Quand on creuse vraiment, en règle générale, ça revient toujours à cette idée de conditionnement, de blocage, etc. C'est au niveau du corps, je suis trop gros, trop maigre, je mange trop, je mange pas assez, je fais trop de sport, j'en fais pas assez, j'ai besoin de repos, mais je travaille trop, etc. Les problèmes de la vie, l'argent, le boulot, les relations aux enfants, relations aux parents, relations à l'époux ou à l'épouse. Et ensuite, évidemment, tout ce qui est addiction, drogue, etc., etc. Donc voilà, je voulais faire juste un topo de ce qui me semblait être relativement important, c'est-à-dire regarder sur l'individu avant de regarder à l'extérieur, vraiment faire une introspection et comprendre un petit peu comment on fonctionne, être clair sur ce qu'on veut faire parce que du coup, on crée une vie où on se sent beaucoup plus à l'aise. Pour revenir encore sur les Grecs, on parlait de philosia. Donc, c'est vraiment cet amour-propre. Et ce que j'ai découvert en faisant les recherches dans l'épisode 1, c'est que philosia, ça commence par aimer ce qu'on fait tous les jours. Donc, évidemment, si on est dans une situation où on n'aime pas ce qu'on fait tous les jours, eh bien, on va forcément rencontrer des gens qui, eux, aiment ce qu'ils font tous les jours, mais qui n'ont pas forcément envie de, de, bah, de changer ou d'évoluer de la même manière que que vous voulez le faire. Oui, ou en tous les cas, si on n'aime pas ce qu'on fait dans sa pratique professionnelle, on peut avoir du ressentiment global qui peut se retourner contre son conjoint, bon, où il n'y est pas forcément pour grand-chose, mais en tous les cas, ce que j'appuie ton propos, c'est que quand on n'est pas heureux dans sa pratique professionnelle, c'est difficile d'être heureux dans sa vie relationnelle, de toute façon. C'est Absolument, global. absolument, oui, c'est un tout. Donc, pour conclure, j'aime beaucoup cette idée des deux routes expliquées par les Amérindiens, là, cette route rouge et la route noire. C'était également dans un livre la route la moins pratiquée, la moins utilisée. C'était
un psychanalyste anglais qui avait utilisé ces termes-là et ça me parle énormément. Donc, j'espère que ça peut vous aider aussi. Donc, la route rouge, c'est la route au final, la plus compliquée, la plus solitaire, mais c'est également la plus noble parce que c'est une route qui permet de grandir et de voir et de qui on est vraiment. Donc, les recommandations, c'est la mission. Réfléchir à cette mission, l'écrire, la travailler et prendre action, cette connexion au spirituel qui peut prendre la forme qui est la vôtre. J'étais dans un festival et il y avait énormément de chamans, mais il y avait également des DJ qui jouaient de la musique techno et il y avait des gens qui dansaient toute la journée. Si c'est pour vous la connexion spirituelle, c'est la connexion spirituelle. Enfin, c'est propre à chacun. Et je pense que ça ne peut pas être débattu. Enfin, il n'y a pas de vérité universelle. Et encore une fois, on revient chez les Grecs qui étaient agapés, si tu te souviens, Christelle. Et ensuite, gérer ces problèmes. Donc, accepter qu'on n'est pas parfait et puis regarder à comment on peut utiliser ces défis pour grandir et pour peut-être au final aider les autres. Et je voulais terminer avec une citation d'un moine bouddhiste qui est même considéré chez les Coréens un Bouddha. Si vous me suivez sur Instagram, je l'ai posté la semaine dernière. Il s'appelle Seong Sheol. Et il dit, la vérité, c'est qu'il y a un chemin. Personne ne révélera le secret. Vous devez passer la porte vous-même, mais il n'y a pas de porte. Et au final, il n'y a pas de chemin. Donc, voilà. Bon. Moi, je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais, les zen, les maîtres zen disent quand deux chemins s'offrent à toi, prends toujours le plus difficile. Ça correspond assez, voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais dans ton dernier chapitre, l'idée c'est aussi de prendre en charge ses émotions. Ça veut dire aussi se rendre responsable de ce qui se passe dans la relation professionnelle ou de couple, mais on a sa part forcément dans ce qui arrive. Et assumer ça, ça sort aussi de la posture de victime et ça donne aussi du pouvoir sur sa vie. Voilà, alors c'est pas facile d'aller regarder ses problèmes, comme tu dis, ou de se mettre dans une dynamique de changement, mais personne ne peut le faire à notre place. Ce qui m'a vraiment aidé ces dernières années, au final, quand je regarde, c'est cette idée qu'on est les maîtres de ses propres émotions. C'est-à-dire que tu parlais de victime tout à l'heure, d'aller voir, bon, dans le cas du couple, son épouse en disant « tu me rends triste, tu me mets en colère », etc. Non, non, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Tu as décidé de se mettre en colère dans cette situation. Donc, aller voir pourquoi est-ce que tu te mets en colère, pourquoi est-ce que tu es frustré. Et d'ailleurs, on en parle assez peu. Les hommes on n'est pas très clair sur comment exprimer ses émotions, mais au final, les exprimer, définir déjà ce que les 4 émotions principales, ça peut déjà aider de savoir que déjà il y en a 4, et puis de revenir à ces différentes émotions pour pouvoir voilà, commencer ce travail d'introspection. Et pour finir, c'est quelque chose que Michel fait au travers de Réseau Hommes Belgique, et il y a d'autres également, les tentes blanches, etc. Ces cercles de discussion, tente blanche pour les hommes et tente rouge pour les femmes, qui peut être aussi un très bon point de départ pour commencer à faire ce travail d'introspection. Et je te relayerai le message d'Elisa qui dit au final, on est toujours seul. Faisons faisons de soi son meilleur ami. Voilà, Exactement. c'est une belle Ouais, conclusion, je trouve. absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'on est profond ce soir quand même. Ah, Voilà. Bon, pour les blagues grasses, faut changer de chaîne. Hein. C'est pas chez nous. C'était dense, Cédric. C'était super intéressant. ouais, Vraiment, ça je t'a pense que plu? c'était important. Cool. Oui. On fera ça en aparté après, mais c'était intéressant de passer par cette étape-là, en tout cas de mentionner ça. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait vraiment jusqu'ici. Et pour moi, c'est assez évident qu'on ne peut pas être heureux en couple si on n'est déjà pas heureux avec soi-même. Absolument, ouais.
déjà. L'amour, ça commence par soi, oui, absolument. Ouais, voilà. On n'attend pas les questions, c'est ça qu'on a dit. De toute façon, ils se sont endormis, donc On va laisser quelques secondes. quelques secondes, le temps qu'ils digèrent tout ça, parce que vraiment, c'était riche. Je vais continuer de toute façon sans m'engager Voilà, plus que ça. Mais... Ouais, je profiterai d'un petit break pour te dire s'il y a des ouais. questions. Vas-y. Tu parlais de spiritualité. Je pense qu'effectivement, on a souhaité aussi aller un peu de ce côté-là. Alors, chacun a la sienne de spiritualité, comme tu l'as si bien exposé. Après, j'imagine aussi qu'il n'y en a pas une seule. On peut en avoir plusieurs. Et moi, j'ai eu envie de vous partager ça, que nous avons intitulé Convoquer les maîtres pour parler d'amour. Et peut-être il appartient à chacun de choisir son maître de sagesse, son maître à penser, son maître d'inspiration. Alors appelez maître ce que vous voulez, hein, ça peut être votre voisine de palier, mais en tout cas quelque chose qui vous inspire, et on rejoint là les propos de Cédric sur la spiritualité. C'est quelque chose d'inspirant. Voilà. C'est OK? Oui. Il y en a qui se plaignent qu'il y a un décalage. Bon. Et si on attend, ils vont nous rattraper, tu crois ou pas? Oui. Bon. On essaiera de laisser du temps à la fin, peut-être. Voilà. Je sens qu'il y a des petits reproches sur la technique quand même là. Ah bon? Là, ils disent que c'est dommage. Ils disent que c'est vraiment dommage. Bon, je continue parce qu'ils ne nous rattraperont pas de toute façon. Finalement, c'est chapitre 2, n'est-ce pas, la base? Ah si, absolument, Elisa. Oui. On aurait dû commencer par le chapitre 2, finalement. Bah, oui et L'épisode. non, parce qu'on a commencé avec le couple, et donc c'est vraiment la façon dont on a évolué, nous, Christelle. Oui, tu Au veux dire départ, notre couple, Cédric. on était voilà, sur notre couple. On s'est dit, bon, Bon, je continue moi, parce qu'on se disperse là. On n'est vas-y, pas vas-y. arrivé à la conclusion encore, hein. Ça mériterait un échange avec les micros. Je suis entièrement d'accord, Elisa. Adressez-vous à Cédric. La technique, c'est lui. Bon, il n'y a pas de Mais problème. c'est aussi grâce à lui qu'on est là. Ouais. Voilà. Alors, convoquer les maîtres, donc je vous disais à chacun de choisir les siens et de trouver ses sources d'inspiration. Et une des miennes, c'est Osho. Voilà, si tu veux bien nous mettre sa photo. Alors, je dis bien que c'est une des miennes, une de mes sources. Donc, je ne vous impose pas d'en faire la vôtre. Je vous expose que ce maître-là existe et a des propos intéressants. Après, voilà, l'idée, c'est aussi d'en avoir plusieurs, je répète. Alors, Osho, c'est un mystique hein, qui a beaucoup réfléchi sur les relations entre les hommes et les femmes et plein d'autres choses. C'est un maître spirituel. Bon, alors, il est assez controversé finalement. Certains disent que c'est le plus grand maître spirituel qu'on ait jamais connu. D'autres disent que c'est un charlatan, un gourou et voilà. Bon, alors, à vous de faire votre tri. De fait, il a beaucoup enseigné dans les années 70 jusqu'aux années 90. Et on peut lire ces enseignements qui sont traduits en français. Je trouve que c'est très contemporain. Même si ça date des années 70, il y a des choses très pertinentes sur les relations entre les hommes et les femmes. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'il raconte. Mais c'est aussi ce que je voulais dire, c'est que mettre de la spiritualité dans sa vie, c'est aussi aller chercher des inspirations dans les maîtres, dans la philosophie, dans la poésie, dans la sagesse, à plein d'endroits. Et donc, je trouve que ces propos sur l'amour, pour moi, sont inspirants. Alors, je vais le citer parce que c'est quand même, je ne pouvais pas paraphraser Osho, ni n'importe quel autre maître d'ailleurs. Donc, je cite. L'amour signifie une qualité d'amitié pure, où vous ne voulez rien de l'autre, où vous êtes simplement heureux parce que l'autre existe. La simple présence de l'autre vous donne de la joie. Ce n'est pas qu'il vous fasse quelque chose ou qu'il vous soutienne, juste sa présence suffit. C'est quand même pas mal. Quand vous commencez à vous réjouir de la présence de l'autre, alors l'amour est là. Au moment où vous commencez à utiliser la personne, l'amour a disparu. Il ne s'agit plus que de ruse politique. C'est simplement de l'exploitation. Vous continuez de parler d'amour et derrière cette façade, vous exploitez la personne. Peut-être ça peut être bien d'aller faire le point en soi. L'amour est comme un oiseau libre d'aller partout.
le ciel tout entier est sa liberté. Vous pouvez attraper l'oiseau, vous pouvez le mettre dans une belle cage dorée, et l'on pourrait penser que c'est le même oiseau que celui qui volait en liberté et qui avait le ciel tout à lui. Ce n'est le même oiseau qu'en apparence, ce n'est pas lui. Vous l'avez tué, vous lui avez coupé les ailes, vous lui avez pris son ciel. Et les oiseaux se fichent de votre or, aussi précieuse soit-elle, votre cage est une prison. C'est ce que nous faisons de notre amour, nous fabriquons des cages dorées. Nous avons peur parce que le ciel est immense, peur que l'oiseau ne revienne pas. Pour le tenir sous contrôle, nous devons l'emprisonner. C'est ainsi que l'amour devient mariage. Boum. Ça calme, hein? Ça calme. Aimez intensément, totalement, et vous ne penserez jamais à créer d'asservissement ni de contrat. Vous ne penserez jamais à rendre quelqu'un dépendant. Si vous aimez, vous ne serez jamais cruel au point de détruire la liberté de l'autre. Vous l'aiderez et vous élargirez son ciel. C'est le seul critère de l'amour. Il donne la liberté et il donne inconditionnellement. C'est pas mal quand même. Cette notion de compersion qu'on disait, qu'on parlait. Ouais. Mais voilà, il y a aussi des choses intéressantes qu'il a dites qui m'ont beaucoup fait réfléchir. Deux personnes qui se rencontrent, c'est deux mondes qui se rencontrent. La chose n'est pas simple et au contraire très complexe, la plus complexe qui soit. Chaque personne est un monde en elle-même, un système complexe avec un lointain passé et un futur éternel. On en a parlé d'une manière ou d'une autre, ou voilà, plein de fois, mais dire que deux personnes qui se rencontrent, c'est deux mondes qui se rencontrent, c'est important. Deux univers, oui. Deux univers. Au départ de la relation, seules les périphéries se rencontrent. Mais si la relation croît en intimité, croît du verbe croître, si la relation devient plus proche, plus profonde, alors peu à peu, les centres commencent à se rejoindre. Lorsque les centres se rejoignent, on appelle ça l'amour. Lorsque les périphéries se rencontrent, cela s'appelle faire connaissance. Vous prenez contact avec l'autre de l'extérieur, juste à partir du bord. Vous faites connaissance. Et fréquemment, on se met à appeler cette rencontre amour. Vous êtes alors dans l'erreur, faire connaissance, ça n'est pas aimer. L'amour est chose très rare. Rencontrer quelqu'un en son centre, c'est passer soi-même par une révolution. Car si vous voulez rencontrer quelqu'un en son centre, il vous faudra lui permettre d'arriver lui aussi à votre centre. Il vous faudra devenir vulnérable, absolument vulnérable, ouvert. C'est risqué. Laisser arriver quelqu'un à votre centre est risqué, dangereux, car vous ne savez pas ce qu'il va vous faire. Et une fois tous vos secrets connus, une fois votre intimité dévoilée, une fois que vous êtes complètement exposé, qu'en fera-t-il ou elle? Vous ne le savez pas. La peur est là. C'est pourquoi nous nous ouvrons rarement. La première chose à comprendre est donc, ne confondez pas relation, couple et amour. Même si vous faites l'amour, même si vous avez une relation sexuelle, le sexe est lui aussi à la périphérie. Le sexe n'est que la rencontre des corps, à moins que les deux centres ne se rencontrent, et c'est aussi ce que cherche la pratique du tantra. Aussi, Michel pourra nous en parler. Voilà. Alors, je vous dis qu'il y a deux sortes d'existence. L'une est dirigée par la peur, l'autre par l'amour. On rejoint ton propos là sur les deux chemins, en fait. Vivre dans la peur ne pourra jamais vous permettre une relation profonde. Celui dont la vie est tournée vers l'amour est un être religieux et spirituel. Être tourné vers l'amour veut dire ne pas avoir peur de l'avenir, ne pas avoir peur du résultat ni des conséquences, vivre ici et maintenant. Ce que je trouve très intéressant, qu'on n'évoque pas assez, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est comment il parle de révolution. Je vois qu'il parle de géométrie. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'être transformé par la relation. Voilà.
s'ouvrir à l'autre, laisser l'autre entrer, c'est une chose, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les relations, mais amicales, professionnelles, amoureuses. La relation à l'autre nous modifie, forcément. Voilà. Et peut-être que accepter cette révolution, dans le sens un tour sur soi-même, c'est une belle option. En tout cas, si on considère la relation comme ça, c'est une belle façon d'aborder les choses. Ouais. Mais c'est très beau. Et je suis en train de réfléchir qu'au final, enfin, il y a plusieurs maîtres, il y a plusieurs courants de pensée, mais ils ont l'air d'arriver toujours au même lieu, à peu près. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a, il y étonnant. a, il y a, il y a un genre d'essence, effectivement. Et comme tu as dit, Bernard et Elisa nous parlent de géométrie, effectivement. Oui, le centre. Est-ce que je passe. Non, c'est à toi, j'ai Ok. fini. C'est un petit moment. Juste une chose qu'on avait discuté quand on avait préparé cet épisode, c'est que sur Netflix, en tout cas en Angleterre, il y a quelque chose qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Wild Wild West, qui est justement l'histoire d'Osho. Et quand Christelle vous dit que c'est quelqu'un qui, enfin, c'est pas vraiment un maître spirituel comme on pourrait peut-être les imaginer. Et ça tourne plus du roman, parce que je pense pas que vous vous attendez à ce genre d'histoire avec un homme comme ça, spirituel. Donc, je vous invite vraiment à faire des recherches. Netflix, Osho, Wild Wild West ou quelque chose comme ça. Vous allez certainement tomber sur cette émission, sur ce documentaire, et ça vaut vraiment le coup. C'est difficile avec Osho de savoir s'il est précurseur et dérangeant ou Ouais. vraiment gourou tordu, quoi. C'est Gourou difficile. tordu, oui. C'est quand même un gourou qui avait quelque chose comme 50 Rolls-Royce ou quelque chose de ridicule comme ça. Donc, Et de multiples relations aussi. mais voilà, voilà. Je relais le propos de Michel qui nous sort d'Osho, mais qui est au moins tout aussi important. L'amour de l'autre permet de rencontrer toutes nos parts et de les accepter telles qu'elles le sont. Alors, Ouais, ouais. je rebondirai là-dessus, on va se le faire un peu en différé. Vas-y. Je suis assez d'accord avec ce que dit Michel, hein, en tout cas, la relation avec l'autre permet de rencontrer des parts de soi. Moi, ce que je crois aussi, c'est qu'elle fait aussi beaucoup miroir et qu'elle nous permet de rencontrer des parts de soi qui ne sont pas forcément celles qu'on a envie de voir, qui ne sont pas forcément les parts les plus agréables, ou peut-être ça peut être aussi des parts souffrantes et et que les accepter, ben, c'est un chemin. En théorie, je suis assez d'accord, c'est quand même assez difficile. Euh, voilà. Mais effectivement, dans la catégorie opportunité de la relation, je suis assez d'accord, ça permet de grandir et d'accepter ces parts-là de soi, mais c'est un chemin qui est assez difficile. C'est encore une fois, au risque de me répéter, c'est déjà les Grecs qui en parlaient. Ça s'appelle pragma, c'est-à-dire faire un effort sur Ouais. un effort des deux côtés pour avancer ensemble. Et c'est exactement ça. Alors, pour répondre aux questions qui nous passent, Bernard demande comment s'écrit Osho. Comme il l'a écrit, Ouais, O-S-H-O. Voilà. Très prolixe hein, dans les bibliothèques, il y a énormément de livres. Hein. ouais, Voilà. N'hésitez pas, on en reparlera après. Et puis, Elisa nous dit, c'est souvent les deux, gourou et précurseur. Voilà. Car le pouvoir ouais, prend le voilà. pas sur l'amour. Bon, on va peut-être pas faire un débat sur Osho, mais il y a beaucoup de matière à dire. Ça me faisait plaisir de le citer parce que quand même, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on n'a pas fini. Hein. Ouais, non. Alors, moi, donc, cet auteur est Jacques Gilbert. Il a écrit un poème. C'est un poète américain, si je ne m'abuse. J'aurais dû regarder avant de me lancer, mais je crois qu'il est américain. Et je l'appellerai pas un maître dans l'amour. C'est juste qu'il a écrit un poème qui m'a parlé et je pense qu'il va vous parler également. C'est cette idée de temporalité dans l'amour qui parfois ne peut pas être forcément inconditionnelle et pour toujours. Et j'aime beaucoup sa façon d'exprimer euh, ses ressentis. Et ça s'appelle Vol sans issue. Donc je vais vous le lire. Tout le monde oublie qu'Icare a commencé par voler. C'est la même chose lorsque l'amour prend fin ou qu'un mariage échoue et les gens disent qu'ils savaient que c'était une erreur.
Tout le monde avait bien dit que cela ne marcherait jamais. À son âge, elle aurait dû y réfléchir à 2 fois. Mais tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être mal fait. Ainsi, ma présence au bord de cet océan d'été, de l'autre côté de l'île, pendant que l'amour se retirait d'elle, les étoiles brillaient avec une telle intensité ces nuits-là que chacun avait compris qu'elles ne dureraient pas. Tous les matins, je la trouvais endormie dans mon lit, telle une visitation, la douceur en elle comme un troupeau d'antilopes dans les brumes de l'aube. Tous les après-midi, je la regardais revenir de sa baignade par un sentier caillouteux en plein soleil. La lumière de la mer derrière elle et le ciel immense de l'autre côté. L'écoutant pendant que nous déjeunions, comment peut-on prétendre que ce mariage a échoué? Cela me rappelle les gens qui sont revenus de Provence, quand c'était encore la Provence, en disant que c'était bien joli mais que la cuisine était trop grasse. Je suis persuadé que la chute d'Icare n'est pas la preuve de son échec, mais tout simplement le terme de son triomphe. C'est très intéressant comme point de vue. C'est un genre d'acceptation au final, Oui, qu'on ne peut pas contrôler. et puis c'est aussi ce que tu évoquais à un moment, c'est qu'une séparation n'est pas forcément un échec, on peut le considérer comme étant une réussite. Ouais, C'est aussi changer son point de vue sur les choses. exactement, oui. Eh ben dis donc, wouhou. On continue, on va attendre les commentaires. Je mettrai le lien et on mettra tous les liens de ces Ah, poèmes et ressources dans les commentaires, évidemment. il y a Amélie qui nous a rejoint, donc bonsoir Amélie. Voilà. Alors Amélie, elle a loupé le début, on ne va pas refaire en arrière, elle se le fera en replay, parce que quand même, mais elle a manqué les épisodes précédents. Enfin non, le début de cette intervention. Bon bref, bonsoir Amélie. J'avais envie de vous parler, enfin, de citer Frédéric Lenoir, après Osho. Je trouvais ça intéressant de convoquer un philosophe contemporain français, voilà, qui est plus proche de ce qu'on peut vivre, c'est moins ésotérique. Voilà, il a cofondé une fondation qui s'appelle SEV, Savoir être et vivre ensemble. Et je trouvais qu'il avait donc légitimité à mes yeux pour parler d'amour. Alors, je vais faire court parce que le temps est long et peut-être il y a un risque de vous lasser. Et puis, on a encore des choses à partager avec vous. Mais je vais citer quand même quelques phrases de Frédéric Lenoir sur l'amour. Il dit par exemple, à quoi le reconnaît-on? Au même signe que Philia, la joie que réveille en nous la présence de l'autre tel qu'il est, dans son authenticité, avec le plaisir que celle-ci nous procure. En fait, comme on disait tout à l'heure, c'est que tout le monde dit la même chose, quoi, au final. Voilà. À quoi reconnaît-on l'amour? Au désir que nous éprouvons de le mettre en joie, de le voir grandir et d'être pleinement lui-même. On parle de l'autre. Hein. Aimer une personne ne consiste pas à la posséder, mais au contraire à la laisser respirer. Aimer, ce n'est pas accaparer l'autre, encore moins le rendre dépendant de soi, bien au contraire, c'est vouloir son autonomie. L'amour véritable ne retient pas, il libère. Il n'étouffe pas l'autre, il lui apprend à mieux respirer. Il sait que l'autre ne lui appartient pas, mais il se donne librement. Il recherche sa présence, mais il aime aussi la solitude et les temps de séparation, car il sait que ce sont eux qui lui feront mieux encore goûter la présence de l'aimé. Mieux vaut éviter l'amour fusionnel, même si bien souvent la fusion est le type de relation de couple que vont chercher deux individus qui manquent de sécurité intérieure. Vraiment, je crois qu'on va bientôt arriver à se répéter. En fait, je crois qu'on a fait le tour. Sous sa forme la plus authentique, l'amour relie deux êtres autonomes, indépendants, libres de leurs désirs et de leurs engagements. Ça apporte quand même quelques réponses. Voilà. Merci Frédéric Lenoir. Je vous invite aussi, on va citer quelques œuvres après
quelques références bibliographiques, donc on vous les redonnera. En tout cas, je trouve que c'est une belle source d'inspiration et aussi contemporaine, donc très adaptée à ce qu'on vit. Et puis, pour terminer ce chapitre, ce n'est pas un maître, ce n'est pas très clair pour moi qui a écrit ce texte. Visiblement, c'est une illustre inconnue qui s'appelle, alors j'espère qu'elle n'est pas inconnue, en tout cas, je la cite, c'est Emanuela Pacifi. C'est un très beau texte, très inspirant, donc je vous le partage, et honneur à elle de l'avoir écrit. Je n'ai pas besoin de toi, j'ai envie d'être avec toi. Je n'ai pas d'espace vide à remplir, j'ai des espaces à partager. Je ne m'attends pas à ce que tu me rendes heureux, heureuse. Je veux sourire de ta joie et te faire sourire de la mienne. Je ne suis pas à toi et tu n'es pas à moi. Je suis complète même sans toi et tu es parfait, parfaite même sans moi. Je ne mourrai pas si tu pars. Tu n'arrêteras pas d'être heureux si je pars. Je ne te charge pas de la responsabilité de ma satisfaction personnelle. Je t'accueille comme miroir et messager. Je t'offre mes yeux pour enquêter dans les tiens. Je ne t'attache ni ne me laisse pas attacher par le besoin d'être aimé et par la peur de l'abandon. Je ne suis pas seule sans toi. Tu n'es pas perdu sans moi. Nous sommes deux merveilleux et précieux univers, complets, parfaits, qui se rencontrent pour créer de nouveaux mondes. Je ne fermerai pas les portes et les fenêtres pour te garder à côté de moi. Je ne te laisserai pas limiter mon vol. J'honore ma liberté en choisissant J'honore ta liberté en choisissant la mienne chaque jour. N'est-ce point-là une belle conclusion? Magnifique. Et ben voilà. Ah, c'est intense hein, ce soir quand même. Ouais. Alors, où sont nos auditeurs et nos auditrices? Alors, on va attendre les questions, mais pour l'instant, c'est relativement calme. Ben voilà, mais ils se sont endormis, c'est sûr. Ou alors ils Non, je pense sont pas, non. troublés par ces profondes paroles. Ah ben, je vais en faire profiter pour faire entrer mon chat. Voilà. Tu veux te bouffer? Oh, c'est pas facile, hein? Est-ce qu'on continue? Parce que Vas-y. personne n'a réagi. Non, c'est bon. Ressources pour aller Euh, plus loin. Dans ce chapitre-là, on a décidé de vous mettre un petit peu tous les livres qui nous avaient servi de référence au cours de ces épisodes. C'est à titre indicatif. On vous les a cités. Passif pas endormi. OK. On vous les a cités. Vous en trouverez la liste précise si vous la demandez à Cédric qui s'occupera de cette intendance-là. Mais j'avais très envie de vous partager mes lectures. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Dis-moi, Cédric. Si, ça va. Ça va? Paul Salomon. Paul Salomon, Bienheureuse infidélité, qui a été une grande source d'informations pour répondre un peu à ces questions d'exclusivité sexuelle. Elle prône pas forcément la non-exclusivité, mais regarder l'infidélité d'un autre œil, ça peut être très intéressant et très riche. Voilà. Évidemment, la base de la base, très transformateur, compersion. Hypatia, qui est une polyamoureuse, a écrit ça. C'est très, très intéressant. Contrôler la jalousie, cultiver la compersion. Voilà, c'est dense, ça retourne. Hein. Donc, voilà, mais on parle de couple. Voilà, je continue. Vas-y. La salope éthique, alors ça, ce sont deux Américaines qui ont écrit ça, donc c'est moins en lien avec notre culture. Il y a des choses à prendre et à laisser, mais elle parle surtout du polyamour.
c'est comment être un polyamoureux également éthique, donc en honorant certaines valeurs. Et c'est aussi important de lire ça. Alors qu'on soit bien clair, enfin moi je ne prône pas la non-exclusivité, le polyamour, le multi-partenariat. Ma démarche, c'est plutôt d'inviter chacun à se documenter, à lire et à se faire sa propre opinion. C'est surtout ça. C'était aussi, on en parlera sans doute un petit peu en conclusion, mais voilà, l'idée c'était pour pouvoir faire des choix, c'est d'avoir toutes les informations et sortir des normes, de ce qu'on nous impose comme des normes pour faire ses choix de vie. Voilà. Je continue. Un livre très fondateur pour moi qui s'appelle La femme initiatrice dans la relation amoureuse. Voilà, ça parle de sexualité, ça parle d'union, d'union des êtres aussi, et puis ça parle des enjeux de chacun, qu'est-ce qu'on met chacun dans la relation amoureuse, dans la relation sexuelle, et puis ça parle de puissance du féminin et, euh, et de l'assumer. Je le recommande aux femmes, mais aussi aux hommes. Voilà, je fais ma petite com, hein, c'est pas mal. Encore L'amant tantrique, je dirais que c'est un peu le pendant de celui que je viens de vous montrer, la femme initiatrice dans la relation amoureuse. L'amant tantrique, c'est l'homme sur la voie de la sexualité sacrée, mais ça propose aussi de questionner un homme, qu'est-ce qu'être un homme, comment être tranquille avec son masculin, avec sa virilité, avec son énergie sexuelle. Bon, voilà. Peut-être on sollicitera Michel pour qu'il nous parle un petit peu plus du tantra, mais quand bien même on n'est pas tantrika, et quand bien même on n'est pas un homme, je suggère aux femmes de lire attentivement ce livre parce qu'on en apprend beaucoup sur les hommes et c'est très, très intéressant. Voilà. Et c'est, si je ne m'abuse, Jacques Ferber qui a également une page YouTube que je vous invite à regarder parce qu'il parle vraiment sans tabou de la sexualité et du tantra, etc. Donc j'ai découvert ça, quelques vidéos il y a peu et elles sont vraiment de bonne qualité et sans tabou, hein, vraiment. Un petit basique léger, faire l'amour de manière divine. Hein, pourquoi pas? Ça rejoint là les philosophies indiennes, voilà, pour une sexualité un peu différente. C'est tout léger, hein, ça se lit vite, 100 pages, plein d'exercices. Bon, je n'adhère pas non plus à tout, mais ça permet d'approcher cette histoire de spiritualité dans la sexualité de façon un peu légère, voilà, sans rentrer, parce que les maîtres spirituels indiens, des fois, c'est des gros pavés de 500 pages, donc là, voilà, c'est un peu ami à la sauce occidentale et commerciale, donc c'est pas mal, je recommande. Et puis, il est top, Jacques, mais oui, nous dit Michel. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, voilà, moi, Frédéric Lenoir, c'est quand même une grande source d'inspiration. Mettre de la philosophie dans sa vie au quotidien, c'est aussi une belle soupape, une belle bulle d'oxygène quand on ne peut pas aller se promener dans la nature. Voilà. Frédéric Lenoir, il dit exister est un fait, vivre est un art. Et au-delà du couple et de la sexualité et de la rencontre, ça peut toujours servir d'avoir ce genre de choses. Voilà. Et puis, je te demanderai, Cédric, ce que tu lis en ce moment. En tout cas, moi, je lis Le chemin vers l'amour. Voilà, qui est le docteur Deepak Chopra, qui est aussi un grand maître spirituel, qui lui est moins controversé qu'Osho. Et ben, il y a aussi des choses assez basiques sur les relations entre les hommes et les femmes, les valises qu'on peut se traîner et nos attentes dans les relations amoureuses, mais il y a aussi de belles suggestions sur l'amour inconditionnel. Voilà. Moi, j'ai toujours quelques livres que je lis en parallèle et en fait, c'est l'amant tantrique que j'ai sur, à côté de mon lit depuis quelques semaines. Donc voilà, j'en suis à peu près aux trois quarts et j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a énormément à dire
et encore une fois, on n'en parle peut-être pas de façon tellement ouverte voilà, de ce rapport la sexualité à l'homme de manière un petit peu plus sérieuse que ce qu'on peut voir très facilement sur les sites internet et dans les médias. Et oui, c'est un petit peu plus, comme tu dis, plus lourd que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est enrichissant, effectivement. Mais c'est vrai que parler de sexualité sacrée, c'est pas si facile que ça. Je crois, moi, qu'il faut bien connaître son sujet. Et puis, c'est pas un sujet tabou, mais voilà, c'est aussi un sujet sérieux et, euh, et spirituel. Oui, absolument. Ah, ah. Je ne sais pas s'ils ont des questions concernant nos ressources. Pas pour le moment. Bon, j'en ai encore une pleine bibliothèque, donc moi, je peux sortir Non, tous là, les livres de la bibliothèque. Oui, Elisa nous cite Les couilles sur la table, super podcast. On en parle maintenant. Oui, le cœur sur la table, voilà. Alors, bah, d'accord. je connais pas. J'ai essayé d'écouter les couilles sur la table. J'ai un petit peu de mal. Je sais pas Ouais. pourquoi. Et j'ai pas réussi à écouter un épisode en entier pour le moment. Mais je J'ai vais écouté, réessayer. j'ai écouté un épisode du cœur sur la table Mhm. quelques jours après notre épisode 4, je crois. Et ben, j'ai trouvé qu'il s'était beaucoup inspiré de ce qu'on avait fait. Ah bon? Oui, vraiment. Alors, ça s'est pas passé comme ça, j'imagine, mais voilà, en tout cas, qu'on était dans l'air du temps parce que c'était assez similaire dans les Mhm. propos. Voilà, et je me suis dit qu'on était dans le juste, dans ce qu'on avait. Ouais. Est-ce que c'est Victoire Toyon aussi qui fait le cœur sur la Oui, table? tout à fait, tout Ah, à ok. fait. Ouais, ouais. C'est des petits épisodes, ça s'écoute très vite. En tout cas, Ouais. c'était assez en écho avec ce qu'on avait pu déposer. Mhm. Absolument. Parce que ça se déconstruit. Oui, Oui, peut-être. Oui, je sais pas. mais c'est un petit peu ce qu'on a fait dans Ouais. l'objet Il y de a, il y a, il y ce. a plusieurs choses, je pense, avec ça. Il y a aussi le fait que je voulais vraiment qu'on fasse une série, un épisode, des épisodes qui nous voilà, pas forcément être influencés par d'autres, parce il y a énormément d'autres podcasts que j'ai écoutés, notamment chez les Anglais également. Et j'ai à peu près arrêté d'écouter tous les podcasts quand on a commencé. Donc ça peut être aussi ça. Mais il y a de ça, il y a peut-être aussi un petit peu le- l'idée, le titre déjà, les couilles sur la table me dérange un peu, donc je sais pas. Mais je vais réécouter. Il y a énormément de monde qui m'ont conseillé d'écouter, donc je vais me lancer. Des hommes et des femmes d'ailleurs, donc c'est pas forcément genré. Donc je vais me lancer, prendre le temps d'écouter, et juger, et prendre mon opinion une fois que j'aurai quelques épisodes sous le pied. Donc voilà. Mm, mm, mm. On arrive à la conclusion du Voilà. chapitre 5. Conclusion. Notre image de départ. Très, très stéréotype, hein, que tu disais, Christelle. Très genré. Hein, très... C'est vrai que je m'étais un peu opposée à cette idée dès le départ, puisque ça affiche d'emblée un homme et une femme, donc on n'a pas vraiment le choix de choisir son projet de couple. Bon, assumons-le. Voilà. C'était Mais ton idée, en fait. faut le dire que sur les 5 épisodes, on s'est quand même énormément focalisé sur le couple hétérosexuel. Même dans l'idée du trouble ou des autres sortir des sentiers battus, on a vraiment regardé l'homme et la femme ensemble, plus que d'autres sexualités ou d'autres schémas. Mhm. En conclusion, je voulais juste très très légèrement aller au travers de ce on a parcouru. Hein. Ça fait bientôt 3 mois qu'on est avec vous et qu'on a partagé quelques épisodes. Donc le chapitre 1, bah, c'était l'amour et le désir. Donc qu'est-ce que le désir? C'est un vrai besoin qui n'est jamais vraiment assouvi, qui est très 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 utilisé par les médias et les business via le marketing. Donc ça, tout le monde sait comment nous marchons maintenant. Ça, c'est grâce à Freud, si vous voulez faire
un petit peu plus de recherche là-dessus. Ça se développe dans les années, en même temps que la liberté sexuelle des années 70, les business ont commencé à voir que c'était quelque chose à explorer. Les différents types d'amour, comme on en a discuté tout au long des épisodes, donc les différents types d'amour selon les Grecs, Eros, Philancia, Ludus, Pragma, Agapé, Storge. Et ensuite, les stéréotypes, les représentations de l'amour, encore une fois avec les médias qui sont très très forts à nous dire comment un homme et une femme doivent vivre. D'ailleurs, un homme et une femme et pas d'autres, ou très rarement, le rôle de l'homme, le rôle de la femme, etc. Ensuite, en épisode 2, on s'est concentré sur le couple. On a donné des définitions mécaniques, physiques, dans tout genre. On a vu l'évolution du couple. D'ailleurs, le mot couple que l'on utilise depuis les années 70, avant ça, on parlait de ménage qui se noyait dans une construction beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui, où on a vraiment cette idée de famille nucléaire ou nucléus. Comment on choisit ses partenaires, le mariage également, l'institution qui a été pendant très très longtemps avilissant pour les femmes notamment, qui était un pacte quasiment d'esclavage. C'est pas moi qui le dis, j'aurais dû le dire dans les ressources, c'est le docteur Philippe Brunel, un psychiatre et anthropologue qui a un livre très très intéressant dont je me suis beaucoup inspiré. Pourquoi c'est si compliqué l'amour. Je vous le conseille vraiment parce que c'est vraiment très abordable. On a vu ensuite les différentes étapes du mariage, ce moment fusionnel, les conflits et ensuite le potentiel d'une acceptation mutuelle. C'est pas celui-là dont tu as parlé, je vais aller le chercher. Non, il a aussi sorti 2 bandes dessinées qui sont extrêmement intéressantes. L'incroyable histoire du sexe en Occident, passionnant. Bande dessinée, ça se lit tout seul, c'est très instructif, il y a 15 000 idées à la page, c'est vraiment génial. Voilà. Et il y a l'après, le numéro 2, où là, il est allé voir les autres cultures, notamment l'Asie, etc. Ensuite, on a vu l'épisode 3, le couple et la sexualité, donc c'est très, très croustillant. Hein. On a vu l'évolution du couple et sa sexualité. On est allé voir les primates, qui ont apparemment une vie beaucoup moins compliquée que la nôtre. On est allé voir aussi la vie chez les paysans du 19e siècle et mettre en parallèle avec mon arrière-grand-tante ou ma grand-tante. Qu'est-ce qu'une sexualité normale? On est allé faire des discussions autour de ça, les pressions sociales autour du couple et de la sexualité et au final les différentes étapes de la sexualité. Ensuite, on est sorti des sentiers battus et on est vraiment sorti des sentiers battus, Christelle, parce qu'on s'est un petit peu perdu dans cet épisode à savoir quel sentier on allait emprunter ou créer. Et on est allé voir les normes d'un couple traditionnel, donc romantique et monogame, qui est encore une fois normalisé au travers de tout ce qui est médias, cinéma, littérature, etc. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre était le chapitre 2. On est allé voir leur vie, donc une vie au final très libre, mais qui aussi montrait que c'était pas parfait non plus, c'était pas idyllique. Il y avait des choses, du travail à faire, des discussions, des frustrations, etc. Les opportunités du couple, donc on était allé au travers du célibat, le trouble, le polyamour, la vie en communauté. Et ensuite, on a exploré le couple et les libertés, et ensuite le couple réinventé. Donc, on s'est dit avec Christelle qu'on allait faire une conclusion un peu personnelle. Et pour ma part, ce que m'a apporté ces trois derniers mois de recherche où j'ai creusé, j'ai réfléchi sur la question, il y a plusieurs points qui en ressortent, et 3 notamment. Le premier, comme je l'ai dit au chapitre 2, c'est que tout commence par l'individu. C'est-à-dire, encore une fois, avec les Grecs, ça s'appelle philosia. C'est-à-dire que si on arrive à mettre en place, donner une direction claire, prendre le contrôle de sa vie, cette idée de spiritualité, de connexion à quelque chose de plus grand que soi, et de reconnaître et d'accepter et de commencer à
à explorer ses propres problèmes, eh bien, on a une chance après d'aborder l'autre avec peut-être un petit peu plus de chance et de succès. Ensuite, le deuxième point, c'est que, au travers de tous ces épisodes, pour moi, c'est la communication. C'est-à-dire que, encore une fois, pragma, c'est-à-dire que c'est un effort mutuel pour grandir ensemble. Et vraiment cette communication dans les deux sens est primordiale pour vraiment réussir à grandir. Donc, c'est l'acceptation de soi et l'acceptation que l'autre a aussi une opinion. Et au final, comme l'a dit Christelle dans le premier chapitre, c'est cette idée d'honnêteté, de compassion qui, pour moi, est également très importante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des milliards d'individus sur Terre et du coup, d'avoir deux personnes qui se mettent ensemble, ça peut donner des milliards de combinaisons différentes, alors temporaires, sur le long terme, etc. Mais à mon avis, c'est ça qui fait aussi qui rend la chose très intéressante, c'est ces possibilités. Et de voir aussi que si c'est temporaire, c'est pas forcément un échec, que ça peut être aussi une richesse pour un moment et ensuite de passer à autre chose ou d'avoir de nouvelles aventures ou de nouvelles façons de faire. Et c'est un petit peu, Christelle, ton podcast numéro 2, je crois que elle s'appelle Sophie, qui explique très très clairement que voilà, elle n'attend pas vraiment une relation sur le long terme, qu'une relation peut durer quelques mois, quelques semaines, comme ça peut durer une année ou deux, et qu'il n'y a pas forcément une pression à ce que ça continue. Et je voulais terminer avec cette phrase, citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et je pense que c'est une très belle image. J'ai fait des recherches aussi sur un film qui est sorti en 1988, franco-allemand, qui s'appelle Les ailes du désir. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'à la fin, il y a les deux acteurs donc, qui sont évidemment très amoureux, regardent comme ça, sont sur un trapèze et regardent dans la même direction. Et je pense que c'est une belle façon de terminer. C'est-à-dire que voilà, on a cette idée de mission, d'objectif qui est plus grand que nous et on est d'accord à deux pour regarder et pour se supporter l'un l'autre. Voilà, c'est ma conclusion. Alors, je vais prendre le relais. Moi, je ne vais pas conclure comme toi. Je vais parler de moi dans cette aventure. C'est une aventure qui a commencé, je crois, au mois d'octobre, où, comment je vais dire, un matin, il y a un mail qui arrive dans votre boîte aux lettres d'un gars qui est en Angleterre et qui a envie de faire un truc avec vous. Voilà. Et parce qu'on parle du couple, et comme tu l'évoquais tout à l'heure, je crois qu'on est un vieux couple maintenant. Voilà, donc c'est une relation qui a démarré sur ton initiative, hein, Cédric, il faut bien le dire, et sur cette envie partagée de faire quelque chose ensemble, en tout cas de faire une création. Et je crois que c'est réussi. Voilà, c'est un projet qui a été mené à son terme, alors avec ses difficultés, ses lenteurs, ses coups de chaud, mais en tous les cas, moi, je me réjouis d'avoir vécu cette belle aventure avec toi. Alors, on ne va pas faire des déclarations en live, hein, mais c'est important peut-être, ça vire couche. Non, on va rester... on va rester soft, mais peut-être vous n'avez pas eu les arrières de ce webinaire, donc c'est vrai que je trouve que c'est le moment. Moi, j'ai un peu de mal avec les adieux, hein, donc c'est difficile, mais c'est quelque chose qui se termine et c'est bien aussi d'avoir une perspective d'ensemble sur cette aventure. En tous les cas, moi, on parlait de révolution tout à l'heure. Comment je vais dire, objectif atteint. Cette aventure-là, moi, elle m'a transformée, c'est sûr. Je n'avais jamais fait de live le mardi soir, donc ça c'est fait, ça y est, vraiment. J'ai dû sortir grandement de ma zone de confort dans cette aventure,
mais je crois que je m'en suis plutôt bien sortie. En tout cas, j'ai retrouvé une zone de confort dans cet espace-là. Je t'ai aussi beaucoup soutenue dans mon entourage, dans cette démarche, donc je les remercie au passage. Et puis, j'ai aussi beaucoup appris. Ce qui a été proposé, c'est des choses que j'avais en moi, qu'on a construit dans cet échange avec toi, Cédric, mais mettre en forme les idées, ça permet aussi d'y voir plus clair à l'intérieur de soi. Rien de neuf, en fait, pour moi, si ce n'est cette chose autour des Grecs, là, ça a été aussi très fondateur pour moi, cette chose-là, d'apprendre toutes ces formes d'amour là, avec les Grecs. Mais en tout cas, de mettre en ordre mes idées, ça a aussi donné une perspective d'ensemble sur ma vision de l'amour, ma vision du couple. Voilà, ça c'était très intéressant. Donc je ressors transformée de cette aventure. Et puis, ben, c'est pas mal déjà. Euh, je Ouais. crois que c'est tout ce que Non, j'aurais à c'était dire. une chouette aventure, ouais, effectivement. Est-ce que tu veux nous parler de tes projets, Cédric, ou de ton actu, ce qui fait ton quotidien en ce moment? Bah, ce qu'a fait mon quotidien, comme tu viens de le dire, c'était ces épisodes Tu qu'on veux devait dire faire les toutes rendez-vous les avec moi? semaines. Et je suis très, très heureux qu'on les ait fait toutes les 2 semaines parce qu'il y avait énormément de travail et d'assimilation aussi, enfin, surtout de ma part, parce que c'était pas forcément un sujet où j'étais expert. Et encore, loin de là. Bah, je fais des podcasts. Et là, le dernier en date, c'est Daniel Soula, qui est un psychanalyste qui est basé à Aix-en-Provence, où on discute un petit peu de, enfin, mon projet, c'est au final, c'est le père et les hommes, c'est-à-dire que je trouve qu'on n'a pas vraiment de support ou de source d'information, et un petit peu comme ce qu'on a fait sur le couple, faire quelque chose aux alentours du père et du couple, de l'amant, etc. C'est quelque chose qui me passionne et que j'ai vraiment envie de voir aboutir. Donc, je travaille là-dessus. Et, et voilà pour le moment. Après, j'ai des idées de formation en ligne, mais c'est encore en incubation. Donc, au travers des petites emails que je vous envoie de temps en temps, bah, je vous garderai au courant de ce que je vais proposer. Voilà, en attendant que le monde se réouvre et qu'on puisse faire mon idée initiale, qui était de faire des retraites dans mon Jura natal. Mais bon, ça, c'est pour plus tard. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Et de ton côté, Christelle, t'en es où? Alors moi aussi, j'attends la réouverture des bars, en fait, voilà, et des restaurants, et des salles de danse, et des piscines. Bon, ça c'est personnel. Titre professionnel, Parlons Sexe, ça avait bien démarré en octobre. Ça avait pris un bel envol et qui s'est arrêté net avec ces histoires de confinement, de couvre-feu et de tensions de part et d'autre. Donc les ateliers Parlons Sexe sont en suspens. Les cercles de parole sur la sexualité sont en suspens aussi. Les entretiens individuels se poursuivent, soit en Zoom, soit en direct. Et puis, ce qui se prête bien au contexte de distanciation potentiellement, c'est les podcasts, pour le coup, puisque je peux les faire via Zoom ou via le téléphone. Donc ça marche bien. Podcast autour de la sexualité, pas forcément très loin de ce qu'on évoquait. Alors moi, mes podcasts, là, les derniers épisodes m'ont beaucoup nourri aussi dans le travail qu'on a pu faire ensemble, parce que ça parle de couple, d'engagement, de sexualité, de normes, de liberté. Et c'est aussi une belle aventure qui se situe là. Attends, je réfléchis. Le cinquième, non, attends, le quatrième va sortir demain, peut-être, si j'ai le temps de le fignoler ce soir. En tout cas, il en est au stade de l'emballage. Donc, le quatrième va sortir demain. Le cinquième est enregistré et il ne demande plus qu'à être mixé. Donc, ça suit un bon rythme. Ça rencontre un beau succès. Et là, on est sur un format de belles rencontres de personnes qui témoignent de leur aventure et de leur découverte dans le domaine de la sexualité et des relations. Et puis, j'ai un volet où je suis allée à la rencontre de professionnels qui va sortir aussi bientôt,
où je vais interroger des gens qui ont un peu réfléchi sur le sujet en termes de relations, de sexualité et autres. Voilà, donc c'est assez dense aussi. C'est vrai que tu l'as évoqué à demi-mot. On passait beaucoup de temps ensemble, finalement, parce que peut-être il est important de le dire, mais ces webinaires étaient aussi le fruit d'un travail de mise en forme, de rédaction, de répétition, de mise au point technique. Et donc, il y a un gros travail qui a pu être fait. Et donc, on s'est vu souvent dans cette aventure. Voilà. En tout cas, mon actu, mon actu c'est les podcasts, en tous les cas, en ce moment. Ouais. Voilà. Ça va être bizarre la semaine prochaine. Ouais, carrément. Alors, Elisa nous dit les podcasts en lien avec la paternité, histoire de daron et pas patriarcat. Oui, je les connais, mais un petit peu comme ce que je t'avais dit avec les couilles sur la table, j'ai décidé de pas trop les écouter pour faire mes recherches, etc. Mais j'ai aussi découvert Histoire de papa sur Instagram. J'ai échangé avec lui aussi. Dans quel ordre? Piscine en dernier. Alors, j'attends. Michel dit il attend avec J'attends impatience, impatience, Christelle. mais je ne sais pas ce qu'il attend avec impatience. Donc, Le je podcast ou que l'imagine. tu fasses une Le interview podcast. avec lui? Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà, ça ne demande plus qu'à avoir son espace pour sortir, mais Ah, ok. je peux vous lâcher en avant-première que l'épisode 4, c'est un homme qui a été interrogé. Et c'est vrai que ce n'était pas si facile, puisque jusqu'ici, il y avait des femmes qui avaient assumé de s'exprimer au micro, un couple. Et là, c'est un homme qui a accepté de témoigner. Voilà. Voilà. Alors, on va passer à chapitre 6, à vous la parole. Est-ce que vous avez des ressentis, des commentaires à faire? Est-ce qu'on leur pose des questions et Vas-y. on attend la réponse? Eh bien, est-ce que cette série vous a transformé? Voilà, puisque nous, elle nous Ouais. a transformés. Est-ce que ça a appris quelque chose? Ils répondent pas. Bon, on va y aller. Voilà, Ils ça tapent, marche pas. ils tapent, ils tapent. Dommage que ce soit On en veut fini. On en veut encore. encore. Ah, voilà. Ah, Ouais. ouais. Bah, Mais écoute, prenez Michel, le relais. j'en Prenez le discutais relais. avec Christelle. On pourrait peut-être faire un hors-série tantra pour avoir des Un truc à discussions, trois. Un truc un à truc à trois. trois, hors contexte. Voilà. Un genre de troupe, là, si tu veux, Michel, tu nous rejoins. Ouais, ouais. Bon, alors, voilà, voilà. En attendant les questions, ça m'a donné envie de reprendre Oh, les lectures. lecture, Chouette alors, super. Elisa. Je l'avais dit au dernier épisode, mais je le redis, je ne l'ai pas dit. Merci à toi, Cédric, voilà, d'être venu me Hmm. chercher dans ma touraine profonde déjà, et puis aussi d'avoir assuré l'intendance technique de ces diffusions, parce que sans toi, ça n'aurait pas eu lieu quand même, et il faut Ouais. bien le dire. Même si j'ai progressé, vraiment, ça reposait sur tes épaules, tous les aspects d'intendance, de mail, de publication et de diffusion. Un grand merci à toi, vraiment. Ouais. Bah, merci, Christelle, parce que pareil, pour ton support, tes connaissances. On a bien rigolé. Des jours un peu moins, mais ouais, non, c'était super. J'ai appris énormément et c'est énormément grâce à toi. Donc, merci beaucoup. Merci. Michel, perso, ça m'apporte des réflexions. Un truc à trois, j'adore. Ok. Des Hors contexte, réflexions. oui, effectivement. Ouais. Donc, il y en a qui ont pu réfléchir grâce à nous. Moi, je suis ravie, Ouais, franchement. ouais, super. Non, ça a été un vrai plaisir de partager ces quelques mois avec vous, de voir. Et ce qu'on va faire avec Christelle, on va certainement garder contact et voir ce qu'on peut créer. Encore une fois, avec cette idée d'être original, d'apporter des idées nouvelles, de sortir un peu des communications et des informations qui sortent un peu du lot par rapport à ce qu'on peut écouter un peu dans les médias, mass médias qui font forcément plaisir à tout le monde ou qui ne doit pas offenser personne, etc. Donc voilà. Je voulais ajouter ça, effectivement, j'ai pas dit. C'était aussi chouette, une expérience nouvelle pour moi d'être en relation avec les gens qui écoutent, alors même si elle est un peu chaotique
est gêné par la technique, mais c'est aussi chouette d'avoir de l'interaction, et des gens qui posent des questions, qui réagissent et qui apportent leur expérience, leur éclairage, leur retour. C'est super enrichissant, vraiment. Mm. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis, ce que tu disais m'évoquait l'épisode Sortir des sentiers battus. Alors, sans dévoiler tous nos secrets de fabrication, mais avec Cédric, le mardi, en général, on répète et on met au point la technique, et puis après, on va prendre l'air chacun de notre côté. Et donc, aujourd'hui, je suis allée prendre l'air dans les alentours de chez moi, et je suis sortie des sentiers battus. Et j'ai fait de très belles découvertes. Je suis tombée sur un petit coin vallonné avec une petite rivière. Enfin, c'était magnifique. Voilà. Et tout ça juste en changeant de chemin, en sortant de la route habituelle et en prenant une petite route traverse. Mm. Vraiment. Et j'ai pensé à ça. Je me suis dit, sortir des sentiers battus, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est vraiment très riche de nouveautés et de fraîcheur. Mm. Vraiment. Apporter des expériences nouvelles. Des apéros Zoom pour échanger en live et sans replay. Absolument. On pourrait faire avec grand plaisir, on pourrait faire sans enregistrement et juste mettre une date quelque part, peut-être dans 15 jours, et puis rien préparer, si ce n'est quelques sujets, et puis avoir un genre de cercle de parole mix, ce serait avec grand plaisir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christelle. Ouais, je suis assez d'accord, il faut Ouais, sortir les agendas, mais ouais. On en revoit. pourquoi pas. On vous tient au courant sur Tournoff au travers des événements. Et, Alors, très bonne idée, Elisa. le problème des apéros Zoom, c'est qu'on boit, en fait. Ouais, mais peut-être pas. Peut-être qu'on verra de l'eau. Séduire veut dire faire changer de chemin. Ah, c'est donc ça, c'est vrai. Attirer dans ses filets. Un jour, Il j'ai aquaponé. Ah, y ok. en a donc qui ont la chance de faire de l'aqua et du poney. Moi, je suis jalouse. C'est super. Moi, je suis coincé à la maison encore jusqu'au mois de mars. Ok. Ouais. Bah écoute, à moins que tu veuilles ajouter quelque chose, Christelle, je pense on va, Non, on va j'ai tout arrêter. donné. Hein. Ça fait 1h41 et en plus, c'est l'épisode où Ah on se ouais. disait qu'on n'avait pas grand-chose à dire. C'est le plus long. Bon, eh bien, Ah non, 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 je suis pas contre une bière. C'est-à-dire que juste être authentique a des limites, et boire en live devant tout le monde, c'est quand même pas si simple. Et puis quand je bois, je raconte n'importe quoi, donc ça va limiter quand même les échanges. Voilà. Avec plaisir, Elisa, d'une manière ou d'une autre, en tous les cas, on va y réfléchir. Tout à fait. très bien. Ok. Eh ben, merci à tout le monde de nous avoir écoutés, d'être resté avec nous jusqu'au bout. On se tient au courant sur les prochains événements. Si vous avez des idées, des suggestions, vous connaissez mon email adresse ou en commentaire, Ah oui, etc. oui, Ce sera avec attends, grand plaisir. il reste un slide. Mais oui, quand même, Voilà, Cédric. c'est nous. Voilà, quand même. Voilà. Trunoff Odyssée et parlonsexe.com. Chouette, nous sommes rentrés dans les soirées couvre-feu. C'est vrai que ça occupe bien, hein, un Ouais, petit webinaire Amour toujours. Ça voilà. occupe bien le mardi soir quand même. Mm. C'est mieux qu'un policier. C'est mieux qu'un policier. Au plaisir de vous voir avec une bière à Tours ou ailleurs. Oui, avec grand plaisir. Je connais bien Tours. J'ai fait mes études à Angers, pas très loin. J'ai fait quelques concerts à Tours. C'était très sympa. Puis en ce moment, les Merci. concerts à Tours, c'est top, hein. Ouais, Vraiment. mais je vais descendre cette année. Ils vont les refaire, j'en suis sûr. Ok, Bon, merci à tous. Passez une bonne bonne fin de soirée. soirée. Et comme d'habitude, ce sera disponible sur Facebook et sur YouTube, sur la page Ah oui, c'est Trunoff vrai. dans les quelques semaines, dans les quelques jours à venir. Donc, effectivement, on fait une séance d'autographe maintenant, mais en off. Voilà. Voilà. Faut venir à Londres. Bonne chance avec tous les Merci à tests et tout vous ça. d'être là, parce que sans vous, ça aurait été moins bien quand même. Ouais, ouais, Voilà. j'aime bien ce format où on a une discussion en commentaire, c'est assez cool. Ouais, J'aime tout beaucoup. à fait. Merci à tout le monde, merci Christelle et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.